monde avait vu en arrière de mes voisins, là, où j'ai resté mon dernier logement, là, le voisin d'à côté, là, il a déménagé parce que c'était tous les jours. À partir de midi, là, maximum midi, là, ma tête, là, c'était comme, j'étais plus bien, pas en tout, là. J'étais plus bien parce que là, je sais pas quelle heure qu'il va arriver, comment qu'il va arriver, comment que ça va, tu sais, comment il va être avancé en boisson, comment il va me traiter, qu'est-ce qu'il va faire, tu sais, je vais-tu mourir aujourd'hui? La question la plus dure, c'est que je vais-tu mourir aujourd'hui? Ça, je me l'ai posé souvent. Christ, c'est-tu normal de se poser une question comme ça? Ça va être ma journée aujourd'hui? Puis, des fois, là, pas des fois, souvent, je l'ai espéré. Je m'en vois pas. Je suis tannée de souffrir. C'est pas toujours identifié comme je suis victime de violence. Fait que c'est d'essayer de comprendre, nous, comme intervenants en CLSC, comme travailleurs sociaux en CLSC, d'essayer de comprendre est-ce que c'est une dynamique de violence. Si oui, que de partager nos impressions avec la femme en lui faisant lire des documents, qu'elle réalise que, ah ben oui, regardons ça, c'est peut-être la violence conjugale que je subis. Quand on parle d'agression, c'est vraiment une agression intentionnelle et stratégique. Donc, une utilisation d'une des 5 formes de violence. Comparativement à une dynamique dans une chicane de couple ou un conflit, il n'y a pas de présence d'agression intentionnelle et stratégique. Il y a vraiment un conflit entre 2 personnes, puis il n'y a pas de déséquilibre de pouvoir. Donc, les personnes sont capables de se chicaner, d'être en conflit sur un sujet qui peut parfois être récurrent, mais qui ne fait pas partie d'une dynamique de violence. Pour nous, la colère fait partie des émotions négatives qui ne sont pas le fun à vivre. Donc, c'est quelque chose qui se produit à l'intérieur, qui nous amène une tension interne. La violence est en plus quelque chose qu'on va imposer à quelqu'un d'autre de force, dans le fond, contre la volonté. Donc, dans le fond, colère ne rime pas avec violence nécessairement, c'est 2 choses différentes. Chez AVIF, on apprend à gérer la colère, puis la violence, bien ça, c'est la gestion inadéquate de la colère, en fin de compte, quand on tente de l'imposer à l'autre pour essayer de régler notre petit inconfort intérieur. C'est ça, pour nous, la grosse différence. Il a osé de me tuer vraiment, tu sais. J'étais partie, tu sais. On dirait qu'il ne l'a pas réalisé, tu sais. Il m'a étouffé assez pour que je parte de la lumière, que je parte de là, je m'en allais, tu sais. Mais juste à temps, c'est comme il a lâché 2 fois, tu sais. Je sais pas si tu sais, quand tu vois la mort proche comme ça, là, ben là, mon état souhaite, tu sais, parce que c'est trop dur. C'est parce que dans ma tête, je suis un tas de marde, fait que non, ça changera pas grand-chose. J'ai pas de famille dans la vie. J'ai personne. Ça, c'est une autre affaire qui est dure pour moi, parce que ça, en plus, il savait. J'ai pas d'amis, j'ai pas de famille. Donc, la violence conjugale est un problème d'ordre privé. Personne ne devrait se mêler des affaires des autres. D'abord, il s'agit là d'un mythe. Au contraire, la violence conjugale n'est pas un problème d'ordre privé, est un problème d'ordre social. Je crois que le fait de considérer la violence conjugale comme quelque chose qui est privé, ça ne rend pas les personnes qui voient cette violence-là disposées à la dénoncer pour plusieurs raisons. Souvent, ces personnes-là se disent justement, il faut qu'ils se mêlent de leur affaire, que ça ne leur appartienne pas. Toutefois, le fait de dénoncer la violence, soit qu'ils perçoivent ou qu'ils croient
que la femme vit là, finalement dans la relation. C'est une porte de sortie pour elle. De un, ça lui permet là, souvent de quitter le conjoint. Ça lui permet de briser aussi l'isolement qui se produit dans ce genre de relation-là. Je pense que c'est important de dénoncer. Le fait de dénoncer, ça peut faire là, souvent la différence dans la vie de ces femmes-là. Oui, puis je pense que je rajouterais aussi, quand tu dis que c'est une responsabilité sociale, il y a beaucoup d'impact au niveau social aussi quand on pense à l'exposition des enfants, à la violence conjugale, au niveau des coûts, au niveau du système de santé, les répercussions au niveau des enfants, au niveau scolaire. Donc oui, ça se passe dans un contexte intime, mais il y a beaucoup d'impact au niveau de notre société. En CLSC, ça peut être des gens qui vivent une séparation, une perte d'emploi, qui vivent des remises en question personnelles, crise de la trentaine, de la quarantaine, remise en question du couple, remise en question par rapport à soi-même, des gens qui veulent travailler l'affirmation de soi, l'affirmation de ses besoins. Fait que c'est vraiment très varié. Puis on travaille, c'est ça, donc des gens qui ont des idées suicidaires avec des femmes victimes de violences. Donc, c'est ça. Notre clientèle est autant des hommes que femmes. Puis, c'est sûr qu'encore aujourd'hui, c'est une majorité de femmes qui consultent, mais il y a quand même de plus en plus d'hommes. Puis, on fait aussi beaucoup de couples. Nous, on est un des rares établissements qui offre le suivi de couple. Donc, juste spécifier que l'accueil, c'est la porte d'entrée vers les services du CLSC. Donc, la porte d'entrée des services même d'une région, parce que justement, l'accueil connaît les ressources de la région, donc va informer, va accueillir, va être à l'écoute. Fait que c'est quand même important, là. Puis il y en a dans tous les CLSC, donc c'est l'accueil psychosocial. Si on finit comme là après, si elle décide de quitter le conjoint, de l'accompagner dans le processus de séparation, comment ça se passe, référer aux ressources d'aide, que ce soit juridiques, financières, maison d'hébergement au besoin. Fait qu'on réfère aussi aux ressources du territoire, là, connaître leurs droits, connaître les possibilités. C'est sûr qu'on va sensibiliser toute femme qui est victime de violence, on va la sensibiliser, mais quand elle a des enfants, il y a comme en plus de se protéger, elle comme femme, on veut aussi qu'elle protège ses enfants, puis c'est ça son rôle. Puis c'est ça, donc on va sensibiliser sur les séquelles de la violence sur elle-même, mais aussi sur ses enfants. Et donc, puis on va lui dire que c'est son rôle à elle de protéger ses enfants et que si elle ne prend pas les moyens de les protéger, mais ce qui est quand même, c'est rare, ça arrive, mais c'est la plupart du temps, ça va les confronter. Ça, ah oui, c'est vrai, j'expose mes enfants à cette situation-là. Puis ils vont même plus réagir pour protéger leurs enfants que pour se protéger elles-mêmes. Mais bon, en tout cas, fait que c'est ça. Puis si elles ne prennent pas action et que les enfants continuent d'être témoins de violences conjugales, à ce moment-là, c'est sûr qu'il faut dénoncer à d'autres paliers de services, là, comme la protection de la jeunesse là, pour les enfants. Tout à fait. C'est sûr qu'on n'offrira pas dans un contexte où il y a cette possibilité de séparation puis que les enfants, où les enfants voient la violence et ont des réactions. Ça va être de sensibiliser le parent à dire, regarde, OK, si toi tu restes là, tu es adulte, puis mais pense à tes enfants qui voient ça puis qui régressent. Mais dans l'instabilité, on ne va pas, dans un premier lieu, offrir des services aux enfants ou un suivi familial parce qu'on va dire aux adultes, réglez vos choses. Puis quand votre situation va être stabilisée, c'est sûr que ça va avoir un impact positif, en tout cas, sur les enfants. Puis par la suite, quand la situation sera stabilisée puis qu'il reste des difficultés avec les enfants, là, on fera une intervention avec eux, là. Donc, moi, je vais vous parler finalement là, des services qui sont offerts en maison d'hébergement.
Donc, c'est sûr que dans un premier temps, on offre une écoute téléphonique là, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a toujours une intervenante qui est présente à la maison d'hébergement pour prendre les appels des femmes. C'est durant ces écoutes-là téléphoniques que l'intervenante va bien cibler là, les besoins qu'exprime la femme qui nous téléphone. Donc, durant ces écoutes-là, ça va servir davantage là, à cibler, comme je vous ai dit, le besoin. Parfois, les femmes ont besoin d'être renseignées, que ce soit par rapport à la problématique, que ce soit par rapport à l'organisme. Donc, comment ça fonctionne en maison d'hébergement. Il y a des femmes qui ont besoin de cette information-là, finalement, là, avant de venir. D'autres femmes vont avoir besoin d'être référées. Donc, souvent, ils pensent à nous parce qu'ils savent qu'on est une ressource en violence conjugale. Donc, ils ont des questions d'ordre peut-être juridique, qui ont vécu une relation de violence conjugale, ils décident de quitter le conjoint. Ils ont des questions par rapport à comment ça se passe pour la garde, comment ça se passe pour le divorce. À ce moment-là, nous, on est un organisme qui réfère beaucoup aussi aux différents services, différents organismes de la région. Donc, à ce moment-là, on pourrait peut-être référer la femme là, vers un organisme qui va avoir des connaissances plus poussées à ce niveau-là. Puis aussi, nos écoutes téléphoniques, là, entre autres, sont une porte d'entrée là, pour l'hébergement. Donc, les femmes peuvent appeler lorsqu'ils vivent une crise, lorsqu'ils veulent quitter le conjoint, donc pour venir en hébergement. Certaines femmes vont appeler pour obtenir des conseils par rapport à leur situation. Elles ne sont pas prêtes nécessairement à venir en hébergement, ne sont pas prêtes non plus à quitter la relation, mais ils veulent obtenir des conseils. Que, des fois, c'est seulement savoir comment ils peuvent se protéger de la violence qu'ils subissent. Puis finalement, certaines femmes ont déjà soit des suivis avec nous, soit sont déjà allées en hébergement. Ils vivent des impacts de leur relation, sont inquiets par rapport à une future relation, ils ont des questionnements. Bien, c'est aussi quelque chose là, qui est possible de faire là, avec une intervenante lors d'une écoute téléphonique. En continuant là, dans nos services, je vais partir avec le volet d'hébergement. Donc, notre ressource agit aussi à titre de maison d'hébergement pour les femmes, mais aussi pour leurs enfants victimes de violences conjugales. Pour notre part, on offre un hébergement qui est sécuritaire, qui est gratuit et qui est confidentiel. Donc, durant l'hébergement, il y a plusieurs services là, qui sont mis en place. D'abord, les femmes ont un suivi individuel avec une intervenante qui, à ce moment-là, va travailler avec elles ses besoins, c'est quoi ces démarches qu'elle a à faire pour sa transition future là, vers un nouveau chez-soi. Il y a aussi un programme là, au niveau du cheminement dans son vécu qui peuvent travailler ensemble. La femme hébergée aussi peut participer à diverses rencontres de groupe, que ce soit des ateliers thématiques, par exemple, sur l'estime de soi. On sait que l'estime de soi, c'est quelque chose qui est très affecté là, dans une relation de violence conjugale. Donc, c'est des activités là, qui sont mises en place avec les autres hébergés là, pour permettre une belle cohésion finalement du groupe. On a également un suivi qui est donné par une intervenante jeunesse, donc qui est un suivi mère-enfant. Ce suivi-là permet là, à la mère et à son enfant de favoriser, de créer ou même de maintenir là, un lien significatif entre la mère et son enfant. Dans d'autres cas, ça peut aussi être de soutenir la mère dans son rôle au niveau parental. Suite à l'hébergement, donc une fois que toutes les démarches ont été accomplies avec la femme, il y a possibilité d'avoir un post-hébergement, ce qui fait que la femme, en fait, on accompagne la femme dans la transition entre la maison d'hébergement et son nouveau chez-soi. Notre maison d'hébergement offre aussi des services qui sont à l'externe. Donc, ce service-là s'adresse à toutes les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Habituellement, ils passent par l'écoute téléphonique là, pour pouvoir obtenir ce service-là. La façon que ça fonctionne, c'est quand on a une écoute téléphonique, parfois on cible là, que le besoin est peut-être plus grand que de fournir un conseil ou d'aider la femme dans telle ou telle procédure. Donc, ce qui fait en sorte que des fois, on propose à la femme là, d'avoir un suivi à l'externe avec nous. Durant ce service-là, c'est sûr qu'on va tenter là, de travailler avec elle son cheminement. On va cibler les besoins, puis on va travailler on va partir là, finalement de ces besoins-là pour travailler avec elle. Donc, à l'intérieur aussi de notre suivi externe, on a fait également là, des suivis de groupe. Ces suivis de groupe-là s'adressent à toutes les femmes qui désirent reprendre du pouvoir sur leur vie, donc qui désirent là, partager leur vécu avec les autres femmes.
Finalement, on offre aussi l'accompagnement des femmes. Donc, les femmes ont diverses démarches à faire. Certaines sont plus craintives là, par rapport à leur démarche, ce qui fait qu'on offre un accompagnement. Ça nous permet, entre autres, là, quand les femmes ne savent pas trop comment ça fonctionne, de poser des questions pour elles, de les accompagner, peut-être d'avoir un autre oreille là, qui va écouter les propos. Souvent, les femmes sont très stressées, donc ça fait en sorte qu'il y a une meilleure compréhension qui se fait. Finalement, la maison d'hébergement a également là, la mission de faire que ce soit de la sensibilisation, de la prévention ou de l'éducation auprès de la population là, en ce qui concerne la violence conjugale. Chez AVIF, on a un volet jeunesse puis on a un volet adulte. En ce qui concerne le volet adulte, c'est d'accompagner les hommes qui constatent qu'ils veulent changer leur comportement. Donc, c'est de les accompagner pour leur faire prendre conscience de quels moyens ils peuvent utiliser pour les modifier, puis par quel bout prendre ça, puis les accompagner dans leur démarche de changement. Évidemment, susciter, maintenir la motivation au cours de la démarche parce que c'est une démarche de plus ou moins 6 mois. Minimalement, donc c'est assez long. Donc pour le volet adulte, c'est ça. Puis au niveau du volet jeunesse, bien, on accompagne les jeunes femmes et les jeunes hommes, dans le fond les adolescents, adolescentes, ainsi que les familles. Les adolescents à diminuer leur comportement, voire à arrêter les comportements de violence, que ce soit à l'intérieur de la famille, à l'école, dans les relations amoureuses. Puis avec la famille, bien, des fois, c'est de retisser le lien entre les membres, des fois faire prendre conscience aux parents aussi que peut-être certains de leurs agissements peuvent avoir un impact sur les enfants. Donc, c'est d'essayer de leur faire prendre toute conscience de ça pour éliminer la violence le plus possible dans les rapports familiaux et interpersonnels. D'abord, que ce soit les adolescents ou les adultes, on demande à ce que la personne qui veut changer nous appelle pour prendre un rendez-vous. Souvent, au niveau des hommes, ça arrive que c'est la conjointe qui appelle pour prendre les renseignements, tout ça. Elle prendrait bien un rendez-vous pour lui, mais on leur dit, bien, demandez à votre conjoint qui nous appelle. Fait que là, on peut prendre on a un contact téléphonique avec lui, donc ça démontre déjà une volonté que, bon, je me prends en charge, j'appelle. Parce que pour les gars, appeler puis de venir une première fois, c'est une montagne. Ceux qui réussissent ça, bon, sont déjà mieux. Il y en a beaucoup qui appellent puis qui viennent pas, ou qui appellent et donnent un faux nom, puis là, tu sais, c'est tous des stratagèmes pour pas être identifiés, là. Donc, une fois qu'ils appellent, une fois adulte, on va les inviter à minimalement 2 rencontres d'accueil et d'évaluation. Accueil-évaluation, c'est pour voir, bon, là, actuellement, y a-t-il quelqu'un en danger? C'est quoi la situation? Qu'est-ce qui fait qui se mobilise là à changer? Parce qu'il faut pas se leurrer. Il y a tout le temps un levier qui dit, bon, ben là, c'est là que j'y vais. Il y en a des fois, c'est la justice, des fois, c'est la conjointe, des fois, il y a des gars que c'est eux autres mêmes, intérieurement, qui sont pas bien envers leurs enfants, ça leur rappelle leur père avec eux autres, leur grand-père, puis ils disent, ah, je veux briser ça. Donc, c'est ça. Ces rencontres-là servent à ça, servent à identifier un peu les objectifs de travail ensemble, servent à voir l'état de compréhension, puis aussi d'augmenter la compréhension de comment que les comportements violents se sont installés dans leur vie, à quoi ça l'a servi, puis où est-ce que ça les a menés. Fait que là, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux pour le futur? Fait que qu'est-ce que tu dois faire, dans le fond, pour maintenir cet objectif-là? Ensuite, on a possibilité de suivi individuel pour les cas plus difficiles ou les cas particuliers, mais généralement, la majorité des hommes vont être référés à un groupe, à des groupes de soutien. On a 5 groupes de soutien qui fonctionnent par semaine. Donc, c'est des groupes c'est un programme qui dure 25 semaines, de où le 6 mois d'implication dans un suivi. Ensuite de ça, ceux qui terminent, il y en a des fois qui vont jusqu'à 30 rencontres, 35 rencontres selon le besoin. Et ensuite, on a des rencontres post-intervention. Donc, mettons 4-5 fois par année. Tous les anciens qui ont terminé leur suivi sont invités à venir à cette rencontre-là pour voir comment ça se passe, là, parce qu'il faut resolidifier leur stratégie. Hein. Quand on oublie, là, le naturel, il revient. Fait qu'ils ont besoin de se le faire rappeler. Il y a ça, puis on est toujours ouvert. Il y a des hommes, c'est pas rare qu'ils nous rappellent une fois par année, juste pour faire un tune-up, un check-up, viennent nous voir, leur remettre pas dans le droit chemin, là, mais pour se rappeler un peu les objectifs, les trucs, tout ça. Puis des fois, juste de ventiler. Fait que c'est ça pour le niveau adulte. Au niveau jeunesse,
On a modifié un peu le programme dû au fait qu'on a dû remercier du personnel encore. Donc là, actuellement, les jeunes sont convoqués à entre 5 et 8 rencontres de suivi individuel. Dans ces suivis-là, on fait des rencontres avec les parents pour voir la dynamique et tout ça. Donc, c'est pas mal ça au niveau jeunesse. Au niveau jeunesse, on a beaucoup de collaboration, peut-être encore plus qu'au niveau adulte, dans le sens parce qu'ils sont dans les écoles, ces jeunes-là. Donc, souvent, les comportements se répercutent à l'école. Donc, on a des contacts avec les éducateurs, éducatrices, avec les parents, avec les travailleurs sociaux, des fois. Donc, le travail de concertation est super important dans ce cadre-là. En gros, par rapport au sujet d'aujourd'hui, je représente le service sur des tables de concertation où est-ce qu'en partenaire, on se consulte, on fait des travaux avec des mêmes objectifs, mais on met en place des trucs pour contrer la violence conjugale, les agressions sexuelles. Donc, on est des partenaires, là, à peu près 25 personnes de tous les milieux qui travaillons là, annuellement sur ce sujet-là. L'insécurité, la jalousie, ce qui amène la jalousie, le contrôle, on le voit au quotidien. Nous, on a des policiers dans les écoles qui sont en mesure de constater cette réalité-là, malheureusement. D'où la prévention, la sensibilisation, d'amener les jeunes à réaliser la conséquence de leurs gestes, finalement. L'année dernière, il y a eu les couloirs de la violence conjugale, qui a été un projet qui a remporté, entre autres, 2 prix au niveau de la commission scolaire des Grandes Seigneuries et du C3S. Donc, le couloir de la violence conjugale se voulait un programme qui visait les jeunes. Donc, la violence conjugale, là, à l'intérieur des relations. Donc, on a ciblé à ce moment-là des partenaires, la table de concertation, la clientèle jeunesse, là, pour les sensibiliser à cette réalité-là. Bien, dans la réalité du milieu policier, il y a toutes sortes de formes de violence. C'est sûr qu'il y a le côté criminel, la chose, mais il y a des femmes qui font appel à nous pour... c'est souvent en cas de rupture, en cas d'aliénation familiale, familiale aussi. Donc, la présence d'enfants, mais ça peut être une femme qui est en rupture, qui reçoit des textos, qui se fait suivre à son travail, appels répétitifs, avec de l'intimidation, du harcèlement. Donc, c'est pas juste ce qu'on croit, là, la femme, les policiers qui arrivent dans une résidence parce que les voisins ont appelé, puis la femme, on arrive là, puis elle a des blessures évidentes. C'est souvent plus subtil que ça, notre travail, mais on fait face à une femme qui vit un énorme stress. Donc, les policiers doivent prendre le temps d'évaluer la situation, puis de voir un peu le portrait de la situation. Puis, s'il y a matière à aller de l'avant au niveau criminel, les policiers, dans le cadre de la violence conjugale, c'est systématique, même si la victime, en l'occurrence la femme qui est victime de violence conjugale, ne voudrait pas aller de l'avant, le policier se doit de soumettre tout de même au procureur ce qu'il a constaté. À partir du moment où ce qui est établi qu'il y a matière à aller de l'avant avec une plainte criminelle, il faut une intention criminelle, il faut aussi nous autres, on a prouvé. Il faut faire attention, il faut prouver, hors de tout doute, qu'il y a eu un crime de commis. Donc, des fois, la ligne est mince entre, c'est pas nécessairement de l'intimidation ou des menaces. Donc, il faut établir ça, puis s'assurer qu'on a de la preuve à présenter. Donc, mais
on met aussi l'emphase à la référence parce qu'au-delà du processus judiciaire, la victime va devoir avoir un certain accompagnement. Donc, il y en a un systématique de fait avec la CAVAC. Au-delà de ça, évidemment, il y a peut-être un suivi externe à y avoir auprès de la victime, à savoir mettre en place des filets de sécurité ou aller chercher de l'aide professionnelle qui sont fournis par, en l'occurrence, la Maison de la Ressource. À partir du moment où il y a intervention, puis il y a matière à aller de l'avant avec une poursuite criminelle, évidemment, il y a arrestation du suspect, en l'occurrence le conjoint ou souvent c'est l'ex-conjoint, on va déterminer la gravité du geste commis ou s'il y a récidive, y a-t-il bris de condition, on a déjà intervenu auprès de ce couple-là et puis déterminer si on détient la personne pour le faire comparaître devant un juge ou on le remet à la liberté avec des conditions très, très strictes et sévère, là, de ne pas entrer, exemple, en communication avec la victime. Donc, ça, c'est systématique et toute intervention en matière de violence conjugale, les policiers, ils font un travail très minutieux pour, évidemment, pas mettre en péril la sécurité de la personne qui est impliquée dans cette forme de violence-là, là, peu importe dans laquelle. Oui, ils peuvent. Il y a plein de formes inimaginables et ça peut être une intervention qui est faite indirectement. Ça peut être la famille, ça peut être des amis qui prennent contact avec nous. On va. C'est sûr que prendre le téléphone ou initier un contact avec la police, faut souvent que la femme elle soit rendue à craindre énormément pour sa sécurité, là. Donc, c'est pas quelque chose qui est banalisé. Au contraire, chez nous, on va prendre ces genres d'interventions-là sont pris très, très, très au sérieux. Puis, ça peut être des femmes qui se présentent en personne au poste de police, vont téléphoner à la prévention, vont se présenter à la maison d'hébergement. Là, la maison d'hébergement va faire appel à nous. Donc, il y a plein de formes possibles avec lesquelles une victime peut rentrer en communication avec les services de police pour finalement voir ce qui est possible pour elle de faire pour mettre un terme à cette violence-là. Ce qui arrive, c'est que souvent, on a des femmes qui vont se retrouver à la maison d'hébergement, puis dans leur tête, c'est gros, hein, pour une femme victime de passer à l'acte de porter, aller vers la judiciarisation, c'est une grosse étape. Donc, moi, je considère que c'est bien d'avoir l'appui des intervenants, donc pour avoir l'appui au travers tout ce processus-là. Donc, moi, je trouve très bien qu'une femme va penser à elle, va penser à sa sécurité en allant chercher de l'aide. Par la suite, un coup, cette partie-là est faite, mais de procéder à une plainte officielle avec l'appui, être encadré, c'est une bonne façon, mais on choisit des fois pas la façon que les choses vont se produire. C'est dans un contexte de violence conjugale. Mais nonobstant le fait que la victime se soit rendue ou ait consulté une maison d'hébergement ou pas, ou le CLSC, il y aura de l'appui depuis 1 an et demi. On a le privilège d'avoir une ressource qui est le CAVAC, qui, pour moi, comme agence socio-communautaire, c'est un privilège, là, un très grand privilège pour les victimes. Puis en appui au travail policier, parce que nous, le travail policier, c'est une roue qui tourne. À partir du moment où on intervient en matière de violence conjugale, on peut se déplacer dans l'heure qui suit pour un appel de chien qui jappe, un accident. Donc, malheureusement, nous, il faut passer systématiquement à d'autres choses, laissant souvent en plan de victime. Maintenant, il y a le protocole tolérance zéro que parfois les victimes refusent cette aide-là pour X raisons, mais au-delà de tout ça, c'est récupéré systématiquement par l'intervenante, la CAVAC, le lendemain ou les jours qui vont suivre, là, c'est clair.
Bien, tout d'abord, avant d'accueillir un client dans mon bureau, le premier contact se fait souvent au téléphone. Et moi, systématiquement, je pose quelques questions au client pour savoir, premièrement, s'il s'adresse à la bonne personne, c'est bien un avocat en droit familial dont il a besoin. Et puis, bon, rapidement, d'après les questions, je peux me rendre compte s'il y a des indices de violence conjugale. C'est très rare qu'une dame va m'appeler et qu'elle va être capable de me dire « Bonjour, je suis une victime de violence conjugale et j'ai besoin d'aide ». La plupart du temps, ils vont me dire « Je suis une référence d'un organisme qui pratique qui aide les victimes de violences conjugales » ou ils vont me dire « Bien, je vous appelle parce que là, je reviens du poste de police » ou juste quand je leur demande les motifs de la séparation, souvent, ils vont s'exprimer en excusant toujours l'ex-conjoint. Fait que là, dès là, je vois qu'il y a des indices de violence conjugale et ma première étape, c'est que j'en discute un petit peu avec elles et je les réfère vers des organismes qui peuvent les aider en les invitant à communiquer avec ces organismes-là pour avoir l'aide d'une accompagnante qui va venir à mon bureau. Si, par contre, je n'ai pas réussi à leur parler au téléphone ou je n'ai pas décidé ça au téléphone, dès la première rencontre, lorsque je note des indices de violence conjugale, je fais des contacts avec ces organismes-là pour pouvoir assurer la cliente et, cliente qui va arriver dans mon bureau arrive souvent dans un état de stress assez élevé. Les gens sont inquiets. Souvent, c'est la première fois qu'ils rencontrent un avocat. Ils ont tout plein de questions. Ils ne savent pas par où commencer. Ils ne savent pas quel vocabulaire utiliser. Donc, lorsqu'ils sont accompagnés, ce sont 2 personnes pour écouter. Il y en a une qui est neutre là-dedans et qui est capable d'écouter un petit peu plus objectivement et de faire un retour avec la cliente par la suite. En fait, mon nom, c'est Annie Bélanger. Mon rôle, c'est que je suis intervenante au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de la Montérégie, au point de service du service de police de Châteauguay. On a une grande majorité de nos dossiers qui ont un lien avec la violence conjugale. Donc, je dirais qu'au quotidien, on travaille dans les dossiers qui ont un lien avec cette problématique-là. En fait, nos services sont assez larges. Je vais y aller par volet. Un des volets qu'on a, c'est qu'on est intervenante formée en stress post-traumatique. Quand il arrive un événement criminel, souvent les gens vont avoir des réactions à un traumatisme, puis vont avoir un besoin qui peut survenir, en fait, ils vont vivre toutes sortes de conséquences, c'est-à-dire de l'anxiété, des peurs, crainte d'être seul au domicile, tout dépendant, c'est vraiment propre à chaque personne, les conséquences. Nous, on va offrir des rencontres pour évaluer justement le besoin, puis être en mesure d'offrir une intervention qui va être adéquate, qui va être appropriée à la personne pour éviter que cette personne-là reste seule avec ses conséquences et se retrouve avec un état de stress post-traumatique. Donc, on a un autre volet, en fait, qu'on appelle, nous, l'assistance technique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'assistance technique? C'est tous les formulaires qu'une victime doit remplir quand elle est victime d'un crime. Que ce soit les formulaires de l'IVAC, de la CSST, de la SAC, la résiliation de bail dans le cas d'un dossier de violence conjugale ou bien d'agression sexuelle, les formulaires de la Cour, la déclaration de la victime sur les conséquences du crime. On va aider les gens à remplir ces documents-là, qui des fois sont complexes pour eux, ne comprennent pas exactement comment faire. Donc, nous, on va offrir des rendez-vous, puis on va les aider à remplir tous les documents nécessaires là, pour eux. Là. On a également le volet judiciaire, où ce que ça fait partie d'un de nos gros mandats. En fait, là, comment avec les CAVAC, on est divisé, c'est qu'on a des intervenantes qui sont situées dans les palais de justice, qui, elles, ont un gros mandat d'accompagnement judiciaire. C'est-à-dire quand une personne est appelée à venir à la cour, reçoit une assignation à un témoin, elle a la possibilité de se présenter au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels pour avoir la possibilité d'être dans un local à part, qu'on appelle le local des victimes, où ce que ça l'évite d'être assis en face de son accusé ou d'être intimidé par la présence de l'accusé pendant l'attente à la cour. Donc, on offre également l'accompagnement physique, c'est-à-dire qu'on leur offre d'être avec eux pendant toute la journée. Donc, on est dans les salles de cours avec eux, on leur explique qu'est-ce qui se passe là, sur le moment présent. Donc, c'est un gros mandat là, des points de service dans les palais de justice. Il y a également, sont en charge de la déclaration de service. Nous, on appelle ça le CAVAC Info.
En fait, c'est nous qui envoyons les conditions de remise en liberté des accusés. Donc, quand un accusé est arrêté et qu'on paraît soit en détention ou qui est remis en liberté par promesse police, c'est nous qui avisons les victimes et les témoins, ou bien parfois même ça peut être un proche, des conditions que l'accusé doit respecter. On informe également des sentences. Donc, quand un dossier est terminé à la cour, on reçoit les documents et on appelle chaque personne pour les informer là, de l'issue de la procédure judiciaire. Et en même temps, on peut répondre à leurs questions par rapport à ce qui s'est passé à la cour ou bien par rapport aux documents en tant que tels. On fait également l'envoi de ces documents-là. C'est des documents qui sont publics. Donc, les victimes et témoins ont le droit d'avoir accès aux documents. Donc, on va leur envoyer la documentation là, qui est en lien avec la cause. Il y a également des postes qu'on appelle en référence policière. Les postes de référence policière, les intervenantes sont situées dans les postes de police. Donc, le but, c'est d'intervenir le plus rapidement possible. Quand un crime arrive, ça ne veut pas dire que l'accusé ou le suspect va être arrêté sur le champ. Donc, il y a quand même une intervention. On a accès à l'information, donc l'intervention peut se faire de façon rapide et offrir un support adéquat, dans le fond, qui va correspondre aux besoins de chaque personne. Donc, on a accès aux rapports d'événements et avec les rapports d'événements, on est à mesure de contacter les gens et d'évaluer c'est quoi leurs besoins. Des fois, les besoins varient. Ça peut être simplement de l'information sur ce qui se passe. Ça peut être d'offrir aussi et d'informer surtout des organismes, des ressources qui existent dans la région. Donc, selon les besoins des gens, nous, on va être en mesure d'orienter la personne pour qu'elle reçoive le service qui va correspondre à son besoin. Donc, quand la cliente arrive avec ou sans intervenante, au départ, je prends les informations pour ouvrir son dossier. On commence toujours avec des informations plus générales, son nom, son adresse, la date du mariage, le nom de ses enfants et tranquillement, on arrive vers les motifs qui ont mené à la séparation. Après ça, une fois que j'ai les informations nécessaires, j'invite la cliente à me poser des questions. Je leur précise qu'elles doivent se sentir à l'aise. Nous, les avocats, c'est sûr que parfois on parle avec un langage assez particulier. On travaille toujours dans le domaine juridique. Parfois, on utilise des termes que les gens ne comprennent pas. Je veux m'assurer, moi, que mes clients soient bien à l'aise de pouvoir me poser des questions et de me ralentir si je parle trop vite ou si je parle de termes trop complexes. Ensuite, je leur explique en gros comment ça va se dérouler. Je les informe de leurs droits, de leurs obligations et des choix qui s'offrent à elles. Et ce qui est important de faire également lors de la première rencontre ou du premier contact, c'est de discuter de l'aide juridique. Malheureusement, bien des gens ne connaissent pas le fonctionnement de l'aide juridique et croient que parce qu'ils ne sont pas sur l'aide sociale ou qu'ils ne travaillent pas au salaire minimum, ils n'y ont pas le droit, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. L'aide juridique, il existe deux types d'avocats qui acceptent les mandats d'aide juridique. Il y a tout d'abord les avocats qui pratiquent pour des bureaux d'aide juridique. Eux, ce sont des avocats qui sont salariés par l'État et qui ne représentent que des clients d'aide juridique. Ils font ça là, à longueur de semaine. Et il y a également les avocats qui pratiquent dans le domaine privé, qui prennent des clients, toutes sortes de clients, et également des clients d'aide juridique. Lorsque le client veut faire affaire avec un avocat dans le privé, il doit tout d'abord vérifier que l'avocat a la disponibilité pour prendre ce type de mandat-là. Et ensuite, moi, je fais les contacts avec eux là, pour le bureau d'aide juridique pour qu'ils puissent aller faire émettre ce qu'on appelle un mandat d'aide juridique. Une fois qu'on a guidé les clients vers ces démarches-là et qu'on reçoit le mandat, le client n'a rien à débourser à l'avocat directement. C'est l'avocat qui fait tout le travail. Le petit document qui s'appelle un mandat d'aide juridique nous permet de payer les frais de huissier, permet de payer les frais de cour, tout ce qui englobe le dossier. Le client n'a plus à s'inquiéter de la facturation et le service qui est rendu est
est le même qu'un client qui est en privé. Ça, c'est une information qui est très importante à vérifier, là, surtout avec les femmes victimes de violences, parce que bon, ça arrive souvent que ces femmes-là se retrouvent dans une situation économique difficile et ce qui les fait craindre sérieusement là, de quitter leur mari pour ne pas se ramasser à la rue. Donc, au moins, monoparental, c'est sûr que c'est pour ça que c'est important. Mais de toute façon, là, les avocats, de par la loi, sont obligés de vérifier avec leurs clients s'il y a une chance qu'ils soient admissibles à l'aide juridique. Là, je parlais des deux types d'avocats qui peuvent accepter des mandats. Il y a deux types d'aide juridique également. Il y a l'aide juridique qui est 100% gratuite. En fonction de certains barèmes, on va regarder combien il y a d'adultes dans le ménage, combien il y a d'enfants, combien les personnes possèdent d'actifs. Et s'ils sont en deçà d'un certain seuil, ils peuvent avoir l'aide juridique gratuitement. Il y a un autre type d'aide juridique qui est beaucoup moins connu, c'est le type d'aide juridique avec contribution. Ça, c'est une contribution minime par rapport à ce que ça pourrait coûter un procès. C'est une contribution qui est fixe également. On a un montant à payer qui est établi au départ. Le montant est payé une fois au bureau des services juridiques et eux nous envoient un mandat et encore une fois, ce montant-là payé une fois. Nous, on n'a plus le client n'a plus à se soucier des frais. Et puis, les seuils d'admissibilité sont beaucoup plus élevés pour ce qui est avec contribution, comme par exemple une femme monoparentale avec 2 enfants qui aurait un revenu de 34 000 $ pourrait être admissible à l'aide juridique. C'est sûr que les barèmes varient en fonction des situations, mais en cas de doute, on invite toujours les gens à faire vérifier leur admissibilité comme première étape là, avant d'entreprendre le processus judiciaire. En fait, justement, dans le processus de plainte, il y a des gens qui, dans le système judiciaire, il est complexe à comprendre, c'est pas toujours facile. Et il y a des gens qui ont besoin d'avoir plus d'informations avant de prendre une décision éclairée à est-ce que je veux porter plainte ou pas. Donc oui, on va offrir des rencontres d'informations sur... puis ça va permettre justement d'éclairer puis de répondre à leurs questions pour qu'ils soient en mesure justement de prendre une décision éclairée par la suite. Donc, il y a des rencontres qu'on appelle plus une séance d'information où ce que c'est... Comment je peux dire? Le but ne sera pas d'influencer la décision de la victime. C'est vraiment de donner l'information juste pour qu'elle puisse prendre une décision adéquate, justement, puis une décision qui va être éclairée. Donc oui, il va y avoir... il y a des rencontres comme ça. Puis par la suite, des fois, les gens, après avoir eu une rencontre comme ça, vont vouloir aller de l'avant ou bien vont tout simplement refuser. Par contre, je tiens à préciser, dans les dossiers, quand on parle de violence conjugale, la politique ministérielle s'applique. Donc, c'est important de savoir que si une victime se présente au poste de police puis qu'elle dit au policier « Je suis victime de violence conjugale, j'aimerais parler à l'intervenante du CAVAC », du moment qu'un policier est au fait, lui, il est obligé de procéder, puis il est obligé de prendre la plainte et de faire une accusation et de procéder, en fait, là, à la plainte. Donc, ça aussi, c'est important là, de le mentionner, que ça fait partie, dans le fait, là, de la directive qu'ils ont, puis de la politique. Ce qui est pas le cas dans mon bureau. Là. Dans mon bureau, il y a une confidentialité qui s'applique. En fait, la plainte, c'est pas nécessaire. Souvent, justement, les gens pensent que oui, il faut qu'il y ait une plainte pour avoir les services des CAVAC. Non, les services sont offerts à tous les victimes d'un acte criminel. Et quand je parle de tous les victimes, c'est tous les âges, femmes, hommes, et de tous les crimes. Donc, puis la plainte, elle n'est pas nécessaire. Là. Bien, le processus judiciaire, c'est un processus qui est complexe, puis à première vue, qui peut faire peur. C'est sûr que même après une première rencontre, la cliente ne peut pas comprendre en détail tout ce qui va se passer. Il peut y avoir plusieurs mois avant qu'on obtienne un jugement final. Mais ce qui est important, surtout pour une victime de violence conjugale, c'est de comprendre ce qui peut se passer à
court terme. Parce que lorsqu'on quitte un conjoint violent, on a des craintes par rapport à notre sécurité, par rapport à la sécurité des enfants, par rapport à la sécurité financière aussi. Et on ne peut pas se permettre d'attendre quelques mois ou plus d'1 an pour avoir un jugement. Donc, à ce moment-là, on peut s'adresser à la Cour pour obtenir ce qu'on appelle une ordonnance de sauvegarde ou c'est connu comme un jugement intérimaire. Ça, c'est une requête, une demande à la Cour, en fait, qui est présentée en urgence. En principe, c'est 10 jours après qu'on ait fait signifier nos documents à la partie adverse, mais on peut demander un délai plus court dans les cas d'urgence. Là, à cette étape-ci, c'est sûr que la femme ne serait pas prête à aller témoigner toute une journée devant la cour. Elle est très, très craintive, mais elle n'a pas à s'inquiéter de son témoignage, de ce qu'elle va devoir faire à la cour, puisque cette première étape-là, ce n'est pas un procès. C'est une audience très courte où le juge va répondre uniquement aux questions extrêmement urgentes et où la preuve qu'on va déposer va être faite par écrit au moyen de ce qu'on appelle un affidavit détaillé. Chacune des parties, tous les avocats de chacune des parties, vont écrire l'histoire de leur client et tous les faits pertinents qui vont être remis au juge, avec les documents nécessaires aussi à la fixation de la pension alimentaire. Donc, à la première date de cours, il est possible d'aller chercher une ordonnance très, très rapide qui va statuer notamment là, sur la garde des enfants, sur la pension alimentaire. On parle aussi s'il y a des accès. Est-ce qu'on demande qu'il y ait une supervision des accès ou si les accès ne peuvent ne pas être supervisés? Est-ce qu'on veut demander une expertise psychosociale qui est une expertise qui est effectuée par un psychologue ou par un travailleur social qui va venir évaluer le fonctionnement de la famille et ensuite faire des recommandations au tribunal sur ce qui convient le mieux à l'intérêt des enfants. On peut discuter de tous ces points-là devant le tribunal là, très, très rapidement après l'introduction des procédures. Et pour faire ça, la femme n'a pas à parler devant le juge. Elle a raconté son histoire à l'avocat avec l'aide de l'intervenante. L'histoire a été mise par écrit et c'est uniquement l'avocat qui va faire des représentations devant le juge et qu'un jugement va pouvoir être rendu. Il va être temporaire en attendant qu'on complète le dossier, mais vraiment l'important c'est de savoir qu'on peut protéger une victime très, très rapidement. On peut protéger les enfants. On peut faire ça dans un très court délai. Et la question qui est vraiment posée souvent, c'est est-ce que je vais devoir témoigner? Et non, on ne témoigne pas à cette étape-là. Ça va être fait uniquement plus tard. Et lorsqu'on en arrive à l'étape finale pour du témoignage, il y a plusieurs mois qui se sont passés. On a probablement eu une expertise psychosociale si c'était nécessaire. La femme a fait beaucoup de travail aussi sur elle-même avec l'aide des intervenantes et se sent plus en confiance. Et avant d'arriver au procès, l'avocat va bien préparer sa cliente, lui expliquer les questions qui vont être posées, lui expliquer comment répondre. La cliente n'a pas à s'inquiéter de se ramasser toute seule devant un juge, à devoir parler pendant des heures en ne sachant pas quoi dire. Notre travail des avocats, c'est vraiment de bien guider les clients là-dedans. Et puis, à travers tout ce processus-là, je dirais que dans 80 à 90% des dossiers en matière familiale, on réussit à obtenir à obtenir un règlement à l'amiable. Souvent, quand l'ex-conjoint ne veut rien savoir au départ, et sur ses gardes, il est fâché, beaucoup de colère, beaucoup de violence, va consulter un avocat et une fois qu'il est bien conseillé, d'un point de vue juridique, on a deux parties qui sont très au courant de leurs droits et de leurs obligations et avec l'aide des avocats, parfois on réussit à avoir des ententes sans qu'il soit nécessaire d'avoir un procès. Puis dans le fond, je sais qu'au niveau de est-ce que c'est possible pour toi d'expliquer pourquoi c'est important de faire cette démarche-là? Ce qui est important, c'est que quand une femme se sépare et qu'elle part avec ses enfants, ce n'est pas parce qu'on est mère qu'on a automatiquement la garde des enfants. La loi dit que les deux parents exercent ensemble l'autorité parentale qui inclut la garde de l'enfant. Donc, si on n'a pas de jugement qui est rendu rapidement, n'importe lequel des parents peut se présenter à l'école, peut se présenter à la garderie et partir avec les enfants. Et à ce moment-là, on n'a aucun recours. On ne peut pas appeler les policiers, à moins qu'on ait une preuve que des motifs très sérieux de croire que les enfants soient en danger. C'est pas juste en disant que monsieur est violent, qu'il n'a pas le droit de voir les enfants, que les policiers vont nécessairement intervenir. Donc, c'est important de clarifier la garde des enfants au départ et de prévoir les modalités aussi de communication entre les parents pour ne pas que le conjoint se mette à harceler
la mère des enfants pour pouvoir les voir. Dès qu'on a un jugement, on a des modalités qui sont mises en place si le père doit voir ses enfants pour que ça se passe bien. C'est très important aussi au point de vue financier d'aller chercher une pension rapidement, même si un parent dit oui, je vais payer pour mes enfants. Si on n'a pas de jugement, on ne peut pas le faire exécuter. Et ça, c'est un aspect qui est très, très important. Lorsqu'une femme devient mère monoparentale du jour au lendemain, elle a besoin rapidement d'avoir le soutien financier. Et ça, on peut aller le chercher par un jugement intérimaire. On est surtout la personne qui est le lien beaucoup entre le service de police, entre la victime et le procureur. Donc, on travaille étroitement avec les procureurs de la Couronne qui, eux, font appel en nos services lorsque ils doivent rentrer en contact avec la victime pour plusieurs raisons, que ce soit pour vérifier ses intentions dans le dossier, que ce soit pour lui suggérer une entente qui peut être hors cours, ou bien tout ce qui est information relative à son dossier. Souvent, on va être la personne qu'ils vont communiquer, puis c'est nous qui allons entrer en communication avec la victime, justement pour... Donc, on a un travail de collaboration vraiment avec les services de police et avec les procureurs aussi pour faciliter encore là. Souvent, nous, on a déjà eu des contacts. Je pense simplement dire qu'on est la personne ressource entre le service de police et le procureur. Là, je vais vous expliquer comment ça se passe le premier matin de l'intérimaire. Le premier matin, on arrive, les avocats, et comme je disais tantôt, c'est un jugement qui va être rendu en urgence. Donc, le juge ne s'attend pas à passer la journée uniquement sur notre cause. Il y a de très nombreuses causes qui sont sur ce qu'on appelle le rôle. Toutes les causes qui doivent être traitées cette journée-là. Donc, le matin, en arrivant à la cour, les avocats doivent aller dans la salle où on fait ce qu'on appelle l'appel du rôle. Chaque avocat dit ce qui doit être fait dans chacune des causes. Et par la suite, les causes vont être réparties devant les juges, devant le greffier spécial, en fonction de ce qui va être demandé. Et puis ensuite, il faut attendre notre tour pour pouvoir procéder devant le juge. C'est sûr que si on n'a pas d'entente et qu'on doit procéder, il peut s'écouler plusieurs heures là, avant qu'un juge soit en mesure de nous entendre. Et malheureusement, l'avocat est souvent pris dans les salles de cour. Parfois, on a d'autres dossiers à traiter en même temps ou on doit simplement rester là, attendre notre tour. Donc, moi, ce que je fais pour m'assurer que mes clientes soient en sécurité et se sentent bien, encore une fois, je leur demande que l'intervenante qui soit venue au départ puisse les accompagner à la cour. Elles peuvent également venir avec un ami, avec un membre de la famille. C'est important que la femme ne se présente pas seule à la cour parce que ça peut être long et c'est excessivement stressant. Mais en général, les organismes sont très, très collaborateurs et vont toujours trouver une accompagnante pour soutenir la victime de violences conjugales. Lorsqu'on arrive à la cour, on n'a pas envie de se ramasser vis-à-vis l'ex-conjointe. Souvent, c'est la première fois où on va le revoir depuis la rupture. C'est un moment qui est éprouvant. Donc, moi, ce que je fais, soit je m'organise pour que mes clientes m'attendent à un endroit un petit peu moins visible du palais de justice. Je leur donne un point de rencontre où il y a moins de gens, donc on évite les contacts avec la partie adverse. Il y a beaucoup de palais de justice aussi où le CAVAC a des locaux et eux sont toujours prêts à accueillir les victimes, les victimes d'actes criminels, mais qu'on parle de violences conjugales, même si on n'a pas porté plainte, on peut quand même être considéré comme une victime et aller attendre dans les locaux du CAVAC. À ce moment-là, c'est clair qu'ils ne laisseront pas entrer l'ex-conjoint. Donc la femme n'aura pas de contact, même pas de contact visuel, elle va rester avec l'intervenante dans ces locaux-là. Quand on sait qu'il y a un potentiel de dangerosité, il y en a qui sont plus dangereux que d'autres, il y a toujours des constables dans les palais de justice et on peut les aviser de porter une attention particulière à la situation de ces ex-conjoints-là. Donc, ils vont circuler un petit peu plus souvent dans
dans ces environs-là du palais de justice. Et s'ils notent une agitation particulière ou quelque chose d'anormal, ils vont rapidement intervenir. Et il arrive même parfois là, que si quelqu'un s'affole en salle de cours ou montre des signes de violence ou d'agressivité, il n'est pas rare que même en salle de cours, on peut s'appeler un constable qui va s'assurer que les personnes quittent le palais de justice en toute sécurité. Donc, une fois qu'on sait que la dame est en sécurité, nous, les avocats, on attend dans les autres salles pour aller voir le juge. Ensuite, lorsque c'est notre tour, on arrive devant le tribunal. Ce sont uniquement les avocats qui parlent avec le juge. Ils vont lire les affidavits. Nous, on va faire une plaidoirie en expliquant nos motifs. Et puis, une fois que le jugement est rendu, les parties vont pouvoir quitter. Et comme je le disais, là, on s'assure que ça se passe dans un climat sécuritaire. Parfois même, là, on va recommander à la victime d'attendre un petit peu plus longtemps au palais de justice pour s'assurer que l'ex-conjoint est quitté. Donc, c'est sûr que c'est une étape stressante, mais c'est une étape qui est nécessaire. Mais c'est une étape où on a tous les services ici dans la région pour que la personne puisse être bien entourée et que ça puisse bien se passer. La violence conjugale est une perte de contrôle. Au contraire, la violence conjugale n'est pas une perte de contrôle, mais bien une prise de contrôle. On voit souvent des femmes là, en maison d'hébergement qui vont nous dire justement que lors d'une situation de violence, leur conjoint a complètement perdu le contrôle, qu'il n'avait pas l'air conscient finalement de ses agissements. C'est pour ça qu'on essaie de défaire un peu ça avec les femmes, c'est que c'est vraiment une prise de contrôle. Donc, le conjoint utilise en fait un enchaînement de stratégies qui fait en sorte qu'il tente là, de garder son emprise sur la victime, de continuer de dominer cette personne-là, tout en s'assurant là, finalement qu'elle ne quitte pas pour pouvoir maintenir finalement son emprise dans le temps. En fait, c'est une tentative là, de garder le contrôle sur sa conjointe en utilisant là, les stratégies, un cycle finalement au niveau de la violence conjugale puis qui se répète dans le temps.